Bonjour à tous et bienvenue à ce second webinaire organisé par Chopin Technologies. Pour rappel, Chopin Technologies est une marque du groupe KPM Analytics et cette série de webinaires a pour ambition de partager avec les boulangers, les meuniers et plus globalement l'ensemble des acteurs de la filière céréales un certain nombre de clés, de connaissances, de retours d'expérience ou plus simplement d'idées relatives au contrôle et à la maîtrise des farines et des pâtes. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous donner quelques informations pratiques concernant l'organisation, le déroulement de ce webinaire. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Olivier Lebrun, je suis spécialiste applications et produits pour Chopin Technologies. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'assurer la présentation du jour au nom de toute l'équipe Chopin. Cette présentation va durer environ 30 minutes, à la suite desquelles je ferai de mon mieux pour répondre aux questions que vous aurez à poser. À noter que vous pouvez poser ces questions par écrit dès maintenant et durant toute la présentation grâce au petit module questions-réponses proposé par Zoom. Et si jamais je n'avais pas le temps de répondre à l'ensemble des questions ou si certaines questions étaient un petit peu trop pointues et techniques pour pouvoir y répondre en quelques secondes, moi ou un de mes collègues reprendront contact avec vous dans les prochains jours par mail à l'adresse que vous nous avez fournie pour vous inscrire. Dernier point, ce webinaire, comme vous l'avez peut-être vu, est enregistré. Donc, vous recevrez prochainement, ce soir ou peut-être demain ou après-demain, un lien pour accéder à cet enregistrement et avoir ainsi la possibilité, si vous le souhaitez, de le visualiser à nouveau pour vérifier tel ou tel point ou revenir sur certains aspects. Ceci étant dit, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et de nous focaliser aujourd'hui sur toutes les difficultés ou challenges technologiques auxquels vous pouvez être confrontés, donc, que ce soit un problème de collant de pâte, de produits biscuits craquelés, fêlés, des difficultés de couleur ou tout autre challenge relatif à la qualité des produits finis. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer d'en définir quelle peut être l'origine de ces différentes difficultés technologiques et surtout de voir comment on peut arriver à les réduire, les maîtriser et à avancer pour en limiter les effets. Le plus emblématique et peut-être aussi le plus visible, le plus fréquemment rencontré de ces challenges technologiques, c'est les difficultés de collant. Tout ce temps que vous êtes, je pense que vous avez eu l'occasion, ne serait-ce que dans le cadre domestique, d'expérimenter ce phénomène de pâte collante qui, lorsque vous essayez de la manipuler, vous reste accroché au doigt. Donc ça, c'est dans le cadre de l'analyse personnelle, mais sur ligne de production, ces problèmes de collant existent également et vont poser des difficultés tout au long du process de fabrication, que ce soit à la sortie du pré-trissage, du mal à faire sortir la pâte, que ce soit lors du convoyage, alors par système pneumatique ou par tapis convoyeur, où la pâte va rester collée dessus, où des morceaux vont se détacher. On va avoir des difficultés éventuellement aussi avec la mise en forme ou avec la fermentation. Et donc, on voit bien que ce collant est vraiment une difficulté qui va perturber l'ensemble du processus de production. Donc, on va y revenir plus en détail durant cette présentation, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que ce collant apparaît globalement lorsque l'eau qu'on a ajoutée à la farine n'est pas correctement absorbée ou plus exactement pas correctement retenue par la pâte. Et on va voir d'où ça découle. Alors, si ces difficultés de collant, comme je vous l'ai dit, sont certainement les plus emblématiques et les plus visibles des difficultés et des challenges technologiques auxquels les biscuitiers et les boulangers sont confrontés. Ils sont souvent l'arbre qui cache la forêt ou la partie immergée de l'iceberg et d'autres difficultés, je pense à la fêle, à des difficultés de collant, de craquant, vont apparaître plus tardivement au cours du process de fabrication et étant plus tardifs vont générer aussi plus de difficultés ou vont être plus difficiles à maîtriser et à anticiper. Donc, comme j'ai commencé à l'évoquer, parmi ces difficultés, on va parler de la taille,
retrouver la taille et le volume qui peuvent être irréguliers. Voilà, même en tant que consommateur, vous avez certainement déjà expérimenté l'ouverture d'un paquet où vos biscuits n'ont pas tous le même diamètre, où vos biscuits présentent des craquures, des fêlures, éventuellement la présence de cloques, où vos pains, le pain que vous avez acheté n'a pas exactement le volume, la couleur ou la taille que vous avez espéré. Dans le même ordre d'idée, d'autres types de difficultés auxquelles le consommateur ou le producteur peut être confronté, c'est ce qu'on a un peu commencé à évoquer, c'est l'aspect couleur. Vous pouvez avoir un pain dont la croûte est trop rouge ou au contraire trop blanche, un pain dont la mie est trop dense ou au contraire trop aérée. Vous pouvez, sur des pains plats ou type tortilla, avoir des difficultés de roulabilité, de machinabilité. La pâte craque et n'arrive pas à fournir le produit fini que vous espériez. Donc, globalement, si on résume, l'ensemble de ces difficultés, collants, forme irrégulière, présence de cloques, durée de vie courte, fêle, cassure, elles ont globalement tous un point en commun. Et ce point en commun, c'est l'amidon endommagé. Donc, l'objectif, durant cette petite demi-heure de présentation, ça va être d'essayer de comprendre déjà ce que c'est que cet amidon endommagé, d'où il vient, d'essayer d'expliquer pourquoi il va favoriser ou expliquer ces phénomènes qu'on vient de voir, et puis surtout d'essayer de définir comment on peut le mesurer et surtout le contrôler pour limiter, voire éviter toutes ces difficultés sur ligne de production. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'amidon endommagé? Si on revient, peut-être partir déjà à l'amidon. L'amidon, c'est le principal composant de la farine. Il représente approximativement 70% de cette dernière. Et puis, en gros, c'est un polysaccharide de réserve qui va se présenter sous la forme de petits granules. Et au cours de la mouture, ces granules vont être endommagés physiquement, mécaniquement. Ils vont perdre ce qu'on appelle leur intégrité. Ils vont se casser, pour faire simple. Et celle-là, cette intégrité, cette perte d'intégrité va entraîner un certain nombre de conséquences qu'on va détailler maintenant. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, un focus sur les terminologies. On parle de temps en temps d'amidon endommagé, on peut parler aussi d'endommagement de d'amidon activé mécaniquement, de modification mécanique de l'amidon. Tous ces termes expriment ou décrivent en fait le même produit ou le même phénomène. Alors, comme je vous l'ai dit, d'où vient cet amidon endommagé? Il est produit lors du process de mouture. Et on pourra faire tout ce qu'on veut. À partir du moment où il va transformer le grain de blé en farine, on va produire de l'amidon endommagé. Des fois, inconsciemment, vous pouvez interroger certains meuniers qui vont vous dire moi, l'amidon endommagé, non, je ne produis pas. Il va en produire sans le savoir. Alors, si on ne peut pas éviter cette production, il va forcément y en avoir de produits. En fonction de certains paramètres, on va pouvoir en produire plus ou moins et on va voir après l'intérêt que ça peut avoir d'arriver à contrôler cette étape. Donc, concernant les critères qui vont influer sur cette production d'amidon endommagé, ils sont au nombre de 2. Le premier, c'est un critère génétique, principalement la dureté du grain. Globalement, si vous passez en mouture un grain soft, vous produirez moins d'amidon endommagé, toutes choses égales par ailleurs, que si vous passez un grain de blé hard. Plus le blé est dur, plus potentiellement il va générer une quantité importante d'amidon endommagé. Le second point responsable ou qui va influer sur la quantité d'amidon endommagé produit au cours de la mouture sont des critères mécaniques. Et globalement, c'est tout le process de mouture. Le diagramme de mouture lui-même, c'est-à-dire le nombre d'appareils à cylindre, leur écartement, leur répartition, la charge qu'on va pouvoir mettre dessus, mais également tout ce qui concerne le processus de préparation du blé. Ce que j'entends par processus de préparation du blé, c'est l'humidification avant mouture, donc le niveau d'humidification et la durée de cette humidification. Donc tous ces paramètres vont avoir un impact sur la quantité d'amidon endommagé produit lors du process de mouture. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on vient de voir, c'est que cet amidon endommagé va être produit inévitablement au cours de la mouture, donc plus ou moins fortement en fonction des paramètres que je viens de vous donner. Mais c'est qu'une fois que cet amidon endommagé va être produit, il n'y a pas d'ingrédient, il n'existe aucun ingrédient ou améliorant pour le réduire, pour le corriger ou pour le réparer, si je voulais faire simple. Et donc, il va falloir vivre avec et aussi faire en sorte que si je ne veux pas trop d'amidon endommagé, il faut que je limite sa production directement à la phase de mouture. Après, entre guillemets, c'est trop tard.
Alors, pourquoi en s'intéressant à cet amidon endommagé? Parce que, a priori, en quoi il se distingue de l'amidon natif? Eh bien, il se caractérise principalement par deux paramètres, ou par deux caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'est un effet sur l'absorption d'eau. Globalement, plus l'amidon est endommagé, plus il va absorber d'eau. À titre d'exemple, si on prend les protéines OMU5 qui sont présentes dans la farine, elles absorbent, on estime, bon an, mal an, à 1,1 fois leur poids en eau. Les pentosanes, les fibres, pour faire simple, elles absorbent 10 fois leur poids en eau. L'amidon natif, non endommagé, il absorbe globalement 0,4 fois sa masse, son poids en eau. L'amidon endommagé, 3 à 4 fois. Donc globalement, l'amidon endommagé absorbe 10 fois plus d'eau que l'amidon natif. Si on vous rappelle ce que je vous disais juste avant, que l'amidon représente environ 70% de la masse de farine, on se rend compte que ça devient quand même non négligeable, cette capacité d'absorption supplémentaire. Donc ça, c'est le premier des deux points qui vont caractériser l'amidon endommagé. Le second point, c'est que l'amidon, lorsqu'il est endommagé, est beaucoup plus accessible aux enzymes, notamment aux amylases, et que du coup, l'activité de ces dernières va accroître. C'est-à-dire qu'une même quantité d'enzymes, selon qu'on la mette en contact d'un amidon natif ou d'un amidon endommagé, eh bien, si elle est en contact d'un amidon endommagé, elle va être travaillée beaucoup plus et donc avoir beaucoup plus de substrat, une activité beaucoup plus importante, ce qui peut être parfois bénéfique, mais qui peut aussi être négatif, comme on va essayer de le voir par la suite. Alors, je vais juste essayer de masquer. D'essayer de comprendre pourquoi l'amidon endommagé par le collant. Pourquoi le collant est-il un problème? Donc ça, on vient déjà de l'évoquer à l'instant, c'est que globalement, il y a tout un tas de phénomènes non désirés qui vont se produire au cours du process de fabrication, depuis le pré-tierçage jusqu'à la cuisson et le collant. Pourquoi la pâte devient collante? Basiquement, ce que j'avais déjà évoqué tout à l'heure, c'est que l'amidon endommagé va absorber beaucoup plus d'eau que l'amidon natif, et une partie de cette eau va s'échapper de la pâte durant le process. Et du coup, cette eau qui va devenir libre, elle va entraîner les phénomènes de collant. Pourquoi l'eau s'échappe-t-elle? Eh bien, globalement, on a ajouté une quantité d'eau trop importante qui ne va pas pouvoir être retenue pendant le reste de l'essai. Et pour faire encore plus simple, pourquoi se produit-il? C'est parce que globalement, on a un déséquilibre entre la quantité d'amidon endommagé présent dans notre farine et la protéine qui est également présente. Si je devais schématiser, je dirais que l'amidon endommagé absorbe beaucoup d'eau au début du pétrissage, puis au cours du pétrissage, il va avoir tendance à la relarguer. Si on a de la protéine en quantité suffisante pour absorber et utiliser, fixer entre guillemets cette eau relarguée, pas de souci, le réseau va se développer, on n'aura pas de difficulté particulière de collant. Si au contraire, cette eau relarguée ne peut pas être utilisée, fixée par une quantité de protéines suffisante, elle va rester libre et les phénomènes de collant vont apparaître. Donc, basiquement, si on devait synthétiser, on pourrait dire qu'il existe, il n'y a pas un maximum d'amidon endommagé ou un minimum, il y a vraiment un optimum à trouver et plus exactement une sorte d'équilibre spécifique entre la quantité d'amidon. Pardon, hop, je me perds un petit peu. Je vais vous remettre mon pointeur, s'il veut bien. Hop. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, il y a un équilibre à trouver entre la quantité d'amidon endommagé présente dans la farine et la quantité de protéines. Et globalement, ce que je vous disais, c'est que plus la quantité de protéines dans la farine va être importante, plus ma farine va supporter une quantité d'amidon endommagé élevée. Donc, typiquement, si on veut fabriquer des pains de mie, des tortillas, on utilise des farines avec des protéines importantes plutôt élevées, et donc on va pouvoir utiliser des farines là aussi avec des teneurs en amidon endommagé importantes. Au contraire, lorsqu'on veut fabriquer des biscuits, ou autres, on va plutôt utiliser des farines à faible teneur en protéines, et donc il faudra dans ce cas-là vérifier et maîtriser la teneur en amidon endommagé pour qu'elle ne soit pas trop élevée, sinon il y a vraiment un risque de collant, qu'un problème de collant survienne. Alors, comme on l'a vu, quelles sont les conséquences de ces difficultés de collant? Elles sont d'abord technologiques. On va voir, on a du mal à manipuler le produit, on va avoir une déformation tout au long du process de fabrication.
le produit va coller aux différents éléments de fabrication, les tapis de convoyage, les moules. On va devoir les nettoyer. Si le phénomène de collant est vraiment extrême, on va peut-être même devoir interrompre la chaîne de production, ce qui va entraîner des retards, des coûts, des pénalités. Potentiellement, le cas extrême, je ne vous parlerai pas des pizzas Buitoni comme on a pu entendre parler récemment, mais des problèmes sanitaires peuvent se développer si jamais la pâte est allée se loger dans des endroits non désirés et qui n'ont pas pu être nettoyés correctement. On a des risques de développement de germes et de bactéries et de problèmes sanitaires. Donc, tout ça, c'est des problèmes technologiques et puis qui vont bien sûr se traduire par des difficultés ou des surcoûts au niveau de la production. Donc, c'est vraiment un phénomène fréquent et vraiment dommageable pour le bon fonctionnement d'une entreprise, pour le bon fonctionnement du processus de fabrication et d'une boulangerie ou d'une biscuiterie. Alors, l'autre point, c'est concernant les fluctuations de volume et de taille. Là, l'explication est un petit peu différente et on va se baser sur le deuxième paramètre ou la deuxième caractéristique de l'amidon endommagé. Ce qu'on a vu, ce que je vous ai dit, c'est que l'amidon endommagé absorbait plus d'eau, mais aussi qu'il était beaucoup plus accessible aux enzymes, notamment aux amylases. Donc, si dans ma farine, j'ai un amidon endommagé en plus grande quantité, mes enzymes vont pouvoir agir beaucoup plus, agir en quantité et de beaucoup plus efficacement. Elles vont produire donc beaucoup plus de sucre simple. Ces sucres simples vont pouvoir être utilisés comme substrat par les levures pour produire du CO2 en quantité beaucoup plus importante. Et dans ce cas-là, ça va se traduire potentiellement par une augmentation de volume de mon produit final, à condition que ma pâte ait un réseau de gluten, un réseau de protéines suffisamment fort pour supporter ce dégagement gazeux supplémentaire. Ou dans le cas contraire, si jamais j'ai une pâte qui est un petit peu fragile, dont le réseau de gluten est un peu fragile, ce dégagement gazeux supplémentaire risque de se traduire soit au cours de la fermentation, soit de la mise au four, par une rupture du réseau protéique, un effondrement et une perte de volume. Donc, globalement, dans tous les cas, on va avoir une incidence sur le volume, soit en plus, soit en moins, soit surtout une irrégularité. Et donc, si on a aussi des volumes différents, ça va avoir également un impact sur l'apparence, la texture du produit fini, la densité de la mie et autres paramètres. Alors, pourquoi il ne veut plus avancer? Ça y est, ça passe. L'autre point, c'est que je vous ai parlé aussi des variations de couleur au niveau du produit fini. Donc là encore, le responsable est l'amidon endommagé et le fait que cet amidon endommagé, comme on l'a vu juste avant, est beaucoup plus accessible à l'effet ou à l'action des enzymes que de l'amidon natif. Une fois encore, notre amidon, une fois endommagé, va être plus accessible aux amylases. On va donc produire là encore plus de sucre simple. Ces sucres simples vont pouvoir se combiner avec les protéines présentes dans le milieu pour réaliser une réaction de Maillard ou éventuellement pour caraméliser. Et donc, globalement, au final, plus d'amidon endommagé va se traduire dans beaucoup de cas par la présence d'une coloration plus importante de notre pain, de notre croûte, une coloration plus rouge. Donc, globalement, plus d'amidon endommagé, couleur plus rouge. A contrario, on pourrait se dire qu'un pain trop pâle est peut-être lié à une farine ayant un déficit en amidon endommagé. Ça, c'est peut-être le versant opposé. De toutes les façons, donc, ce qu'on vient de voir, c'est que globalement, un défaut ou un mauvais dosage, on va appeler ça comme ça, de la quantité d'amidon endommagé présente dans les farines, va se traduire par des volumes, des formes et des couleurs irrégulières au niveau du produit fini. Ça va se traduire, ça va avoir des conséquences directes pour le producteur, pour le biscuitier, pour le boulanger. Alors, dans un premier cas, si ces phénomènes sont détectés assez précocement, avant la mise en paquet ou avant la commercialisation, on va augmenter les rebuts, donc ce qui va quand même générer une perte directe. Mais entre guillemets, on va encore pouvoir maîtriser un petit peu la communication au côté de tout ça. Par contre, si jamais le phénomène apparaît un peu plus tardivement, une fois que le produit est emballé ou une fois qu'il est livré, c'est le consommateur final qui, lui, va faire l'expérience
pas forcément très agréable ou pas attendu de cette hétérogénéité. Si jamais ça peut-être vous est déjà arrivé, vous ouvrez le paquet, vous voyez que la plupart des biscuits sont cassés, fêlés, qui n'ont pas exactement la même taille, ce n'est pas forcément une bonne image pour le producteur du biscuit. Vous n'avez pas forcément envie de recommencer. Si ça arrive régulièrement, vous allez peut-être changer de fabricant, de marque de biscuit. Donc clairement, c'est un problème d'image vis-à-vis du consommateur et donc qui peut se traduire potentiellement par des pertes importantes pour le fabricant. Donc dans tous les états de cause, la non-maîtrise de cette forme, de ce volume et de ces couleurs, ça a un impact au niveau financier. Alors du coup, quelles sont les solutions pour pouvoir maîtriser ces difficultés? Alors, typiquement, lorsque j'ai un excès d'amidon endommagé, ce que je vous ai dit, on absorbe plus d'eau. Peut-être que la solution, ça serait de se dire que je vais incorporer moins d'eau dans ma pâte. Ainsi, je vais limiter la quantité d'eau qui va se perdre au cours du pétrissage et limiter les phénomènes de collants. Autre solution, on avait vu qu'en gros, il y a toujours un équilibre à trouver entre la quantité d'amidon endommagé et la quantité de protéines. Donc, si j'ai plus d'amidon endommagé, peut-être qu'en ajoutant du gluten, je vais arriver à corriger ma balance et me retrouver dans des conditions bénéfiques. On peut aussi essayer d'optimiser le process en ajustant les quantités de levure, par exemple, en diminuant un peu, en diminuant peut-être les quantités d'enzymes exogènes. Mais dans tous les cas, ces corrections vont inévitablement engendrer une augmentation des coûts de production. Typiquement, si j'hydrate moins, pour une même quantité de farine, je vais produire moins de pâtes. Si je produis moins de pâtes, je vais produire moins de produits finis pour la même quantité de farine, d'où perte d'argent. Si je compense par du gluten, le gluten est un composant qui coûte quand même relativement cher, et donc pour fabriquer la même quantité de pâtes, la même quantité de produits finis, je vais devoir avoir des coûts supplémentaires. Là encore, ça a un impact financier. Et outre ces surcoûts, il faut bien avoir conscience que si je corrige l'hydratation, si je corrige la quantité de gluten, ça va potentiellement limiter les difficultés de collants ou de couleurs que j'ai observées, mais ça va aussi avoir un impact sur d'autres paramètres, sur d'autres propriétés de la pâte, l'élasticité, l'extensibilité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile de maîtriser a posteriori. Et donc, la meilleure des solutions, c'est d'éviter que cela ne se produise et donc de mettre en œuvre, entre guillemets, un contrôle des farines avec un cahier des charges, une définition de spécification en fonction du produit que vous voulez faire et de la façon dont vous voulez le faire, de définir une sorte d'optimum de teneur en amidon endommagé pour les farines que vous voulez utiliser. Alors, comment quantifier cet amidon endommagé ? La solution simple que l'on peut vous proposer, c'est le SD-Matic, qui est produit donc par Chopin Technologies et qui constitue une mesure simple, précise et rapide. En gros, en moins de 10 minutes, vous avez un résultat, une quantification de la teneur endommagée de vos farines. Donc, on va le détailler un peu plus maintenant sur le principe et sur le mode de fonctionnement. Ce que je tenais aussi à vous dire, c'est que cette méthode-là, elle est normalisée à plein de niveaux, au niveau français, européen, international, l'ACC américain et autres. Alors, sur le principe de fonctionnement de cette méthode, il est assez simple. En gros, il est basé sur des travaux de Metcalfe et Gilles dans les années 60 qui ont montré que l'amidon absorbait de l'iode, il l'absorbait d'autant plus rapidement et facilement que l'amidon endommagé ou que la quantité d'amidon endommagé était importante. Donc, l'idée de cette technique, de cette mesure, c'est de mettre en contact une quantité définie de farine avec une quantité, un volume défini d'iode pendant 3 minutes. En gros, là, le système va générer de l'iode, une certaine quantité, on va incorporer la farine, et puis on va laisser en contact durant 3 minutes ce mélange d'iode et de farine. Et puis on va voir que la quantité d'iode présente dans le milieu va diminuer. Et ce qu'on va mesurer, c'est au bout de 3 minutes, la quantité d'iode qui va rester, et on va la comparer par la quantité d'iode initiale. Et moins il reste d'iode, plus l'iode a été absorbé, entre guillemets, plus l'amidon présent dans cette farine est endommagé. Alors, si ça se traduit d'un point de vue très pratique, le test est vraiment très simple. Et globalement, il n'y a pas besoin d'avoir un opérateur spécialement formé, dédié à cette analyse. Globalement, si votre opérateur sait peser de la farine, il va savoir réaliser un test sur SD-Matic.
Donc là, le principe est assez simple. Vous préparez la solution, c'est 1,5 g d'acide citrique, 3 g de iodure de potassium, 120 ml d'eau, une goutte de thiosulfate. Dans le même temps, vous préparez votre échantillon de farine dans la cuillère qui est dédiée à cet effet. Vous le positionnez dans l'appareil, vous lancez le test et le test est automatique. L'appareil va générer l'iode, va faire tout ce qu'il faut, introduire la farine au moment voulu. La sonde va mesurer les éléments et à la fin, vous allez avoir votre résultat qui va être affiché. Alors, il va être affiché en différentes unités, en AI%. Donc, en gros, l'AI% correspond à l'absorption d'iode. À l'absorption d'iode et qui va être en gros la mesure de base de cet amidon endommagé. Et cette valeur pourra être ensuite convertie en différentes unités, les UCD pour des unités Chopin-Dubois ou autres, si vous voulez l'exprimer, ce résultat, sous des formes différentes. Donc, globalement, en 10 minutes, de façon très simple et en ayant juste à savoir peser différents ingrédients, vous avez la possibilité de mesurer la quantité d'amidon endommagé de vos échantillons de farine. Alors, il existe bien sûr sur le marché des méthodes alternatives pour mesurer cet amidon endommagé. La principale d'entre elles, c'est une méthode enzymatique, la ACC 76-31.01, parfois nommée aussi méthode Megazyme. Donc, qui, comme toutes les méthodes enzymatiques, est une méthode assez compliquée à mettre en œuvre, qui va nécessiter un certain nombre d'étapes. Qui sont listées sur le côté ici, en gros, une petite quinzaine d'étapes, combinant des pesées, des acidifications, des mises à température, une détection, une centrifugation. Donc, ce sont globalement des méthodes qui fonctionnent bien, qui sont des méthodes pertinentes, mais qui vont nécessiter un personnel qualifié, qui vont nécessiter aussi un matériel spécifique. Je vous ai dit, il va falloir pouvoir mesurer des pH, mesurer des températures, mesurer des absorbants, donc bénéficier de spectromètres. Ça va être un temps d'analyse long. On est plutôt sur 1 à 2 heures, comparé au SD-matic où on travaille en 10 minutes. Et du coup, ça va être assez difficile à mettre en œuvre au niveau industriel. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que si vous êtes un laboratoire d'analyse qui réalise une centaine d'échantillons d'amidon endommagé par jour, cette méthode enzymatique est bien adaptée. Vous disposez du matériel, du personnel qualifié et du volume suffisant pour rendre cette méthode pertinente. Maintenant, si vous faites que quelques analyses en routine tous les jours, clairement, cette méthode-là ne vous conviendra pas et vous aurez tout intérêt à passer sur une méthode SD-matic. Alors, une fois qu'on a dit ça, je voudrais terminer un petit peu cette présentation en essayant de vous présenter un petit peu un cas concret auquel on a été confronté. Et donc, ce cas concret été présenté par une boulangerie française qui a été créée dans les années 70 et qui, en 2018, a décidé de lancer sa gamme de pain bio. Donc, tout se passait bien, mais ils se sont rendus compte au cours du temps qu'il y avait des fluctuations de qualité importantes du pain produit. Alors, différents types de fluctuations, ça pouvait être au niveau de la couleur, ça pouvait être au niveau du volume, et puis parfois aussi des difficultés en ligne, des problèmes de collants. Alors, globalement, cette entreprise, elle avait un service et un contrôle qualité qui était actif et qui était de 2 ordres. Le premier des contrôles était fait par le meunier qui fournissait les farines et qui livrait ces farines accompagnées de données alvéographiques et farinographiques, PL et puis principalement l'absorption. Et puis, à réception, la boulangerie faisait un contrôle systématique par infrarouge de la teneur en protéines. Et donc, quand il regardait ces données-là, que ce soit les données meunier ou que ce soit les données protéines à réception, globalement, tout était dans le cahier des charges, dans les spécifications. Il y avait des petites fluctuations de temps à autre, mais qui ne sortaient pas des standards demandés. Et malgré tout, ils avaient ces fluctuations de qualité sur le produit fini. Donc, cette boulangerie nous a contactés et en nous demandant, nous présentant un petit peu la situation et nous demandant si on avait une solution à leur proposer, des pistes d'amélioration. Et donc, en écoutant un petit peu tout ce qui venait de nous décrire, c'est vrai que ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. On s'est dit, là, il y a vraiment un doute de forte probabilité que le paramètre en question soit l'amidon endommagé. On parlait de couleur, de volume, de collant. Donc, ce qu'on s'est dit, on va mener avec vous une petite étude. Et ce qu'on vous propose, c'est que vous allez nous sélectionner une dizaine de farines de différents approvisionnements
que vous allez tester comme habituellement via le taux de protéines, éventuellement nous fournir les données meuniers. Et puis, vous allez également faire le pain sur la ligne de production et nous indiquer si cet échantillon-là est capable de fournir une farine, un produit de qualité, ou c'est-à-dire qu'il a pu passer sur ligne de production sans aucune difficulté et puis le produit final était conforme à ce qu'on attendait, ou si au contraire, quand vous avez passé cette farine sur votre ligne de production, est-ce qu'il y avait des difficultés? Est-ce que vous avez dû faire des ajustements? Et puis, quelle a été la qualité du produit fini que vous avez fabriqué? Et donc, dans ce cas-là, on avait pu les classer en gros en bonnes et mauvaises, pour faire simple. Et on leur a demandé d'essayer à partir de ça de nous sélectionner 5 échantillons bons, 5 échantillons mauvais, et de nous les envoyer. Et donc, une fois sur ces mêmes échantillons, on les a analysés sur SDMatic et on a obtenu ces résultats-là. Et donc, en gros, en vert, ce sont tous les échantillons qui avaient été jugés bons suite à la panification, et en rouge, tous les échantillons qui avaient été jugés mauvais suite à la panification. Et on se rend compte sur ce graphique très facilement que globalement, on distingue très facilement, grâce à l'amidon endommagé, les échantillons bons. En gros, ils ont tous une teneur en amidon endommagé entre 21 et 25 UCD, et les échantillons mauvais qui ont tous une teneur en amidon endommagé supérieure à 26 UCD. Donc là, on confirme globalement qu'une bonne partie des difficultés de production de cette boulangerie pour ce produit-là étaient liées en gros à une non-maîtrise du taux d'amidon endommagé des farines qui leur étaient livrées. Et donc, l'idée, c'est de se dire maintenant, ce qu'on a vu, c'est que cet amidon endommagé, globalement, le boulanger peut le contrôler, il met des spécifications, mais globalement, la production, elle est faite avant, elle est faite par le meunier. Donc, il a conseillé de se rapprocher, cette boulangerie, de son meunier et de discuter avec ce meunier pour voir un peu comment il pouvait agir pour mieux maîtriser cette production d'amidon endommagé. Donc, voilà, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris contact et puisque la première chose à faire, c'était de se dire, essayer de voir un petit peu au niveau de votre processus de fabrication, donc chacune des farines de passage du moulin, d'essayer d'analyser la teneur en amidon endommagé et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, donc en gros, ici, sur ce graphique-là, vous avez les différents passages du moulin, broyage, claquage et convertissage, pour ceux qui connaissent, et pour chacun de ces farines de passage, la teneur en amidon endommagé des farines obtenues. Donc, comme on pouvait s'y attendre, on voit que globalement, plus on avance dans le processus de fabrication de la farine, de la transformation du grain en farine, plus la teneur en amidon endommagé augmente, ce qui est relativement classique. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on avait demandé donc, de le faire pour chacune des farines de passage, et puis aussi d'analyser la farine finale, c'est-à-dire la somme de toutes les farines de passage. Et on avait obtenu, dans ce cas-là, 27 UCD. Donc, en effet, supérieur aux 25 UCD qui étaient évalués comme pertinents pour produire ce type de farine. Et donc, une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est aussi de se dire, c'est bien beau, on sait que la farine de broyage, en tête de broyage, elle est plutôt à 19, la farine de queue de convertissage, elle est plutôt à 31, mais quelle est la part, ou en tout cas, quelle est la contribution de chacune de ces farines à la teneur en amidon endommagé globale? En effet, ce n'est pas simplement la valeur absolue de chacune de ces farines, c'est aussi quelle quantité elles représentent. Et donc, c'est un petit peu l'étape suivante, c'est d'essayer de définir globalement, pour chaque passage, quelle est la contribution de la teneur en amidon endommagé. Donc, c'est ce qu'on a essayé de représenter sur ce graphique-là. Donc, en gros, sur les petites barres, on va représenter pour chacun des passages du moulin la quantité ou le pourcentage de la farine totale qui est produite. Donc là, globalement, sur le premier broyage, on va produire à peu près 3% de la farine totale. Sur le claquage numéro 1, on va produire à peu près 10%. Et puis, on va combiner ça avec la teneur en amidon endommagé de ce passage et puis pouvoir avoir comme ça une idée de la contribution de chacun des passages. Et ce qu'on se rend compte, c'est que globalement, les passages qui sont les plus producteurs d'amidon endommagé par rapport à la farine totale, ce sont les têtes de claquage et de convertissage. Et donc, globalement, si le meunier veut pouvoir maîtriser la teneur en amidon endommagé de ces farines, c'est sur ces passages-là qu'il doit faire particulièrement attention. Et donc, le meunier a ensuite plusieurs possibilités
d'actions pour essayer de corriger, de maîtriser cet amidon endommagé. L'une d'entre elles, ça peut être de jouer sur l'écartement, sur le réglage de ces cylindres. Globalement, ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est que plus l'écart entre les cylindres est important, plus l'amidon endommagé va diminuer. Ce qui semble logique, globalement, on va mettre moins de contraintes sur la farine, donc globalement, on va l'endommager moins facilement. Mais encore une fois, c'est qu'un exemple du type d'action que le meunier peut mettre en place pour maîtriser sa production d'amidon endommagé. En fonction de ses possibilités, de ses contraintes, peut-être qu'il va pouvoir jouer sous d'autres leviers. Comme on l'a vu tout à l'heure, il va pouvoir jouer sur la sélection de ses blés, éventuellement sur ses mélanges de blés, sur le fait de jouer sur donc, ce qu'on vient de voir, le diagramme, l'écartement de ses cylindres, éventuellement sur l'incorporation ou non de certains passages dans sa farine finale, ou éventuellement jouer sur les mélanges de farine. Donc là, l'idée, c'est quand même en tout cas de pouvoir comprendre, déterminer quelle est, en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, quel est le seuil, ou en tout guillemets la plage de teneur en amidon endommagé qui est acceptable. Et puis après, le meunier, ayant la connaissance de cette plage-là, ayant la connaissance de son process de mouture et de l'endroit où il va produire de l'amidon endommagé, il va pouvoir ajuster pour répondre aux besoins de son client boulanger ou biscuitier. Donc voilà globalement ce que je voulais présenter. Et si on essayait de conclure tout ça en quelques mots, peut-être revenir sur l'amidon endommagé. Ce qu'on vient de voir, c'est que c'est quelque chose qui est produit au cours de la mouture, qui est inévitable. On a vu qu'en excès, il va pouvoir induire des phénomènes de collants qui vont générer des difficultés tout au long de la chaîne de production, biscuit ou pain. Il peut aussi affecter la qualité du produit final. On a vu la difficulté de fêle, de cloque, de fissure, de volume, d'irrégularité de couleur. Cet amidon endommagé est influencé par la qualité du grain, la génétique du grain, en gros sa dureté. Plus le grain est dur, plus il va produire de l'amidon endommagé. Il va dépendre aussi du diagramme de mouture ou du process de mouture mis en œuvre pour transformer le blé en farine. Et puis, on a vu qu'il interagissait aussi fortement avec les enzymes et notamment les alpha-amylases, ce qui va expliquer les irrégularités ou l'impact que cet amidon endommagé peut avoir sur le volume, la taille, la couleur du produit fini. Et donc, globalement aussi, pour synthétiser, on vient de voir que, pour faire simple, l'amidon endommagé, c'est la créature du meunier. En gros, avant la mouture, il n'y a pas d'amidon endommagé. Et puis après la mouture, il y a de l'amidon endommagé et il est trop tard. Une fois que l'amidon endommagé est produit, il est très difficile, très coûteux de le corriger. Donc, on a tout intérêt à maîtriser le process de mouture pour fabriquer la teneur en amidon endommagé ou une farine avec la teneur en amidon endommagé que l'on souhaite. En soi, l'amidon endommagé n'est ni bon ni mauvais. Il a un effet positif, ce qu'on a pu le voir, notamment sur l'absorption d'eau, ce qui est plutôt bien. Globalement, un boulanger, s'il peut hydrater plus et vendre du pain au prix de l'eau, c'est tout bénéfice pour lui. Par contre, on a vu aussi que dans certains cas, s'il est mal contrôlé, ça va entraîner de nombreuses difficultés de production et avoir un effet négatif. Et donc, tout l'art du meunier, ça va être de accorder la plus grande attention à la maîtrise, au contrôle de cet amidon endommagé et de pouvoir ainsi optimiser la qualité des farines qu'ils vont produire en fonction des besoins et contraintes de ses clients, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un client à l'autre, en fonction du type de produit et de la façon de le produire que ce client va mettre en œuvre. Et donc, pour pouvoir maîtriser, contrôler, mesurer cet amidon endommagé, il y a un outil qui est simple, qui s'appelle le SD-Matic, qui est facile, rapide et fiable, et qui va pouvoir, grâce à une analyse unique, automatisée, sans enzymes, facilement accessible, et à partir d'un gramme de farine, produire un résultat de teneur en amidon endommagé en moins de 10 minutes et fournir des résultats qui soient répétables, reproductibles et faisant l'objet, répondant à une norme, à un standard. Donc voilà globalement ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette présentation a été claire, qu'elle pourra vous être utile. Et je vais maintenant passer aux questions, essayer de regarder les questions disponibles et essayer d'y apporter des réponses. Alors, est-ce que le rétrécissement des pâtes à tarte peut être une cause également?
Alors là, je pense que le rétrécissement, on va partir plutôt sur des phénomènes de rétrain qui vont être en effet liés directement à l'élasticité de la pâte, mais qui peut être lié aussi éventuellement à une différence d'hydratation, donc peut-être indirectement lié à l'amidon endommagé. L'amidon endommagé absorbe mais ne retient pas l'eau. La protéine absorbe-t-elle mieux? Alors, c'est différent. Là, je vais avoir un petit peu de difficulté à rentrer dans l'aspect technique, mais l'idée, c'est ça, c'est que l'amidon endommagé, c'est-à-dire qu'il va absorber beaucoup d'eau au tout début de la phase de pétrissage, et puis après, il va avoir tendance à la relarguer. La protéine, elle va avoir tendance à fixer l'eau pour développer son réseau de gluten, hein, ce qui va vous permettre de retenir le gaz. Et donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fluctuant au cours du temps. Autre question. Je travaille avec un meunier qui me fournit des résultats en méthode enzymatique Megazyme. Puis-je communiquer avec lui avec le enzymatique? Oui, bonne question. Globalement, ce que je vous ai dit, c'est que le SDmatic va fournir des résultats en différentes unités. Donc, la base, c'est l'absorption d'iode, mais on peut ensuite convertir cette absorption d'iode en différentes unités. Pour faire simple, on peut dire qu'il existe une méthode enzymatique et une méthode ampérométrique. Chacune va fournir un résultat différent, dans des unités différentes, mais ces résultats sont bien corrélés entre eux. Ce qui veut dire qu'on est capable, grâce à un modèle mathématique, de faire le lien entre la méthode ampérométrique et la méthode enzymatique, la méthode Megazyme, par exemple, dont vous parlez. Et donc, ces valeurs-là ont été intégrées directement dans le logiciel SDmatic, et donc ça fait partie des paramètres que vous pouvez obtenir lors d'une analyse SDmatic. Autre question. Puis-je travailler sur amidon directement? Oui, dans l'absolu, il n'y a pas de difficulté. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le SDmatic a été développé avec comme objectif de mesurer la teneur en amidon endommagé sur des farines. Toute l'analyse a été dimensionnée, et notamment les unités UCD, par rapport à la farine blanche de blé. Après, d'un point de vue technique, il n'y a aucune difficulté à analyser d'autres matrices, semoule, amidon. Par contre, ce que je vous conseillerais peut-être, c'est d'utiliser plutôt directement comme unité les AI%, plutôt que les UCD. Et puis, faire quelques tests pour voir si éventuellement il n'y a pas de nécessité d'adapter légèrement le protocole d'utilisation. Voilà. Pas d'autres questions pour l'instant. OK. Non. Donc, il n'y a pas plus de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre fin à cette présentation. Si jamais, de toute manière, des questions vous survenaient ultérieurement, vous avez mon contact ou ceux de mes collègues. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos interrogations. On se fera un plaisir d'essayer d'y répondre au mieux et de donner suite. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.